Alors les États-Unis, d'après The Telegraph, vont lancer une enquête afin de déterminer à quel degré les autorités russes auraient infiltré les milieux politiques européens, en vue de déstabiliser la cohésion politique de l'Union, ainsi qu'ébranler l'OTAN et les sanctions à l'encontre de la Russie. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, quand j'ai pris connaissance de cette nouvelle, j'avoue que j'ai été partagé entre l'envie d'un grand éclat de rire et l'envie d'une grande indignation. Parce que s'il y a bien un pays au monde qui ferait bien de balayer devant sa porte quand il s'agit des questions d'infiltration des partis et des mouvements politiques en Europe, c'est bien les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, je rappelle que depuis 1945, ont une politique constante d'infiltration des milieux politiques. J'en voudrais quelques exemples. Premier exemple, le Daily Telegraph lui-même, le journal que vous citez, a révélé le 19 septembre 2000, dans un article retentissant de Ambrose Evans Pritchard, qui est l'un de leurs journalistes d'investigation, le Daily Telegraph a donc informé ses lecteurs que les documents confidentiels de défense du département d'État américain pour les années 50 et 60 avaient été à l'été 2000 déclassifiés. Ça, c'est les lois sur la déclassification des documents officiels aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on apprenait? Dans cet article, on apprenait notamment bien que Robert Schuman, que Paul-Henri Spaak étaient traités comme des agents d'influence par les services américains. On a appris que l'American Committee for United Europe avait financé les mouvements pro-européens par l'intermédiaire d'ailleurs de fondations privées comme la fondation Ford. On y apprenait également qu'il y avait une réunion le 11 juin 1965 au département d'État où Robert Marjolin, qui à l'époque était le vice-président de la Communauté économique européenne, avait été convoqué par le département d'État et il avait été sommé de s'expliquer sur l'état d'avancement de la construction européenne et en particulier les dirigeants américains qu'il avait rencontrés lui avaient demandé où est-ce qu'on en était de la mise en place d'une monnaie européenne, ce qui allait devenir ultérieurement l'euro, et les Américains avaient conseillé d'y aller de façon discrète pour en fait mettre les peuples devant le fait accompli. Voilà, qu'il n'y ait pas de débat sur le sujet. Alors quand on lit un tel article, si vous voulez que maintenant on voit ce que les Américains disent sur l'influence russe pour déstabiliser tout ça, franchement c'est assez cocasse. Alors on peut citer encore bien d'autres exemples. Je citerai l'exemple de la création des syndicats comme Force ouvrière en France à la fin avec le début de la guerre froide, qui a été financé par les services américains. On peut citer également des réseaux Gladio et Stay Behind où les services américains pendant la guerre froide soutenaient des mouvements d'extrême droite à travers les pays d'Europe en cas d'invasion soviétique. Et puis on peut citer également, ça c'est tout à fait d'actualité, des fondations comme par exemple la French American Foundation, qui a été créée par les États-Unis et la France, d'ailleurs du temps de Giscard d'Estaing, lorsqu'il était président de la République, et les Américains sélectionnent 4 ou 5 personnes par an qu'ils vont, comme on pourrait dire, formater à leurs intérêts et ensuite promouvoir en France, dans les milieux politiques, médiatiques, journalistiques et autres, comme étant un peu des espèces d'agents d'influence. Je rappelle par exemple que François Hollande, que Monsieur Moscovici, que Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, que Monsieur Dupont-Aignan, tout ça sont des personnes qui sont des anciens de la French American Foundation, dont côté américain, ça avait été lancé par John Negroponte, qui était un homme qui était proche de la CIA. Alors voilà, quand on lit les informations dont vous faites état, c'est assez cocasse. Ça fait vraiment penser, vous savez, à cette maxime prêtée à Goebbels, voilà, plus le mensonge est gros, plus il a de chances d'être cru, ou alors un autre dicton français qui est la meilleure défense, c'est l'attaque. Les Américains, en fait, reprochent aux Russes ce que eux font en Europe depuis maintenant bientôt 60 ans.
Oui, et puis ça fait aussi penser même en dehors de l'Europe, au niveau des anciens pays, donc du bloc soviétique, avec toutes ces révolutions de couleurs qui avaient eu lieu, où on voyait par exemple que Saakashvili avait eu une bourse d'études du département d'État américain, et puis s'était réfugié aux États-Unis avant de revenir à Odessa. Enfin, il y a des qui avait Oui, eu voilà, un. absolument. Je suis mille fois d'accord avec vous. Je parlais de l'Europe parce que c'était l'Europe qui était le sujet, mais effectivement, cette stratégie de financement par les États-Unis d'Amérique, ça passe toujours d'ailleurs par des faux-nez. Il peut y avoir les fondations Ford ou Rockefeller, comme c'est cité dans l'article du Daily Telegraph que je mentionnais tout à l'heure, mais il y a également des fondations comme les fondations, vous savez, financées par George Soros. Open Society. Voilà, exactement, ou la Fondation Haute-Port, donc toutes ces fondations qui sont des faux-nez, toutes ces organisations non gouvernementales qui en fait se véhiculent les intérêts américains. D'ailleurs, en Russie, désormais, le gouvernement russe a décidé depuis, je crois, quelques semestres, d'obliger les organisations non gouvernementales financées notamment essentiellement par les États-Unis à porter l'étiquette à agent de l'étranger, enfin quelque chose comme ça. Alors ça a été vivement critiqué dans les médias français, dans les médias occidentaux, mais moi je trouve qu'il est quand même assez logique que les citoyens des pays concernés sachent qui est derrière. Il serait tout à fait normal qu'en France, par exemple, on sache quels sont et qui finance telle ou telle association qui se présente souvent comme étant protectrice des droits de l'homme et ci et ça, mais quand on creuse un petit peu le sujet, on découvre que ce qui se cache derrière, eh bien, ce sont des intérêts géopolitiques de Washington. Et alors, quelles pourraient être éventuellement les dérives auxquelles pourrait mener cette enquête, si elle était donc lancée? Parce qu'apparemment, tous ceux qui critiquent la politique étrangère européenne aujourd'hui, vis-à-vis notamment de la Russie, sont suspectés d'être en lien avec le Kremlin. Voilà, exactement. Donc, ça devient une espèce. Enfin, l'Europe est entrée dans une phase extrêmement inquiétante. Et d'ailleurs, ça, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a quand même un certain nombre de voix en France, par exemple, la Ligue des droits de l'homme ou bien le syndicat de la magistrature. Au niveau international, il y a le commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui a fait savoir il y a quelques jours que la situation en France était inquiétante, puisque la France, comme vous le savez, a décidé de ne plus respecter toute une série de contraintes de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est quand même un comble. La France, le pays des droits de l'homme, qui annonce officiellement qu'elle ne respectera plus la Convention européenne des droits de l'homme. On a d'ailleurs appris aujourd'hui même, par la bouche du Premier ministre, M. Manuel Valls, qu'il estime que l'état d'urgence doit demeurer en France jusqu'à, je le cite, la défaite de Daesh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un état d'urgence illimité. Donc, on est en train d'assister à une espèce de coup d'État, comment dirais-je, rampant, à une remise en cause fondamentale des libertés publiques. Et si maintenant on incrimine quiconque n'est pas d'accord avec les États-Unis, alors on était habitué d'abord à avoir des noms d'oiseaux, vous savez, c'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord avec la géopolitique américaine, si vous n'êtes pas d'accord avec les opérations anti-russes, la déstabilisation de l'Ukraine, la déstabilisation de la Syrie. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on vous traite très rapidement de complotistes ou d'anti-américains. Et j'ai l'impression que maintenant, on va nous traiter les différentes personnalités ou responsables politiques qui s'opposent à cette mainmise américaine, mais on va bientôt nous traiter d'ennemis ou d'agents russes, etc. Alors je ne dis pas la Russie, bien entendu, elle développe, et elle a raison de le faire, ses moyens d'information, vous en êtes d'ailleurs la preuve. C'est heureusement d'ailleurs que ça existe, parce que ça permet par exemple aux Français d'avoir une vision différente des événements, d'avoir un autre son de cloche. Enfin, moi, je sais que le mouvement politique que j'ai créé depuis 9 ans, je me suis rendu une fois en Russie, j'ai été très gentiment reçu, mais j'ai jamais eu le moindre copec qui m'a été versé par les Russes et la moindre injonction de faire quoi que ce soit. Voilà, vous me donnez très gentiment la parole, comme c'est normal, pour un mouvement politique maintenant qui a 1%, aux dernières élections, nous avons obtenu 1% des voix. Alors c'est pas énorme, mais c'est énorme compte tenu du fait que aucun des grands médias nationaux français ne nous donne la parole. Mais enfin, pour l'instant, la seule influence russe que j'ai vue, c'est celle-là. Alors que je constate en revanche à quel point l'influence atlantiste et américaine est omniprésente en France dans les médias et dans les décisions politiques.
On a appris par le Canard enchaîné, ce qui est quand même pas une source d'information formidable. On apprend donc ainsi de façon cachée, subreptice, au passage, que François Hollande a décidé de faire rentrer la France dans tous les services et tous les organismes dépendants de l'OTAN. C'est-à-dire que c'est une nouvelle mort du général de Gaulle, et le président de la République française, qui n'a jamais été élu par les Français pour faire ça, se plie complètement aux exigences de Washington, dont on a vu il y a encore une semaine que Washington a d'ailleurs tapé du poing sur la table parce que il ne voulait pas que François Hollande s'allie avec Vladimir Poutine pour combattre Daesh. Voilà. Nous sommes un pays sous influence, on est un pays satellite de Washington. Alors quand les États-Unis s'indignent des menées subversives prétendument russes, il y a de quoi, comme je le disais tout à l'heure, soit éclater de rire, soit vraiment s'indigner d'un tel cynisme et d'un mensonge aussi impudent. Alors une toute dernière question, il y a quelque temps, le Front National avait été pointé du doigt pour un prêt d'une banque russe qu'il avait donc reçu. Donc la classe politique et la presse française s'étaient indignés. Mais le FN est-il vraiment le seul parti à recevoir des financements de l'étranger ? Alors ça, honnêtement, là on entre dans le domaine des suppositions, des hypothèses. Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, en 1965, pour la première élection présidentielle au suffrage universel en France, on avait vu sortir d'un chapeau la candidature de Jean Le Canuet. Beaucoup de rumeurs avaient circulé à l'époque sur le fait que ça avait été largement financé par les Américains. Il y a sur le problème des financements des partis politiques, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas trop parler de l'affaire Pygmalion et également des liens éventuels qu'il y aurait, vous le savez, mais l'affaire est actuellement en débat, comment Nicolas Sarkozy aurait bénéficié des largesses financières, soit de Kadhafi, soit du Qatar. Voilà, donc tout ça, on est dans le domaine des suppositions, des hypothèses. Ce que je note, en tout cas, pour ce qui nous concerne à l'UPR, c'est que nous ne dépendons que de nos adhérents et de nos donateurs, et nous refusons à avoir quelque argent que ce soit venant de l'étranger. D'ailleurs, je signale au passage que c'est théoriquement interdit, puisque la loi sur le financement des partis politiques oblige à n'avoir comme ressources que soit des fonds publics, soit les dons et cotisations de ses adhérents et sympathisants. C'est-à-dire que même une société n'a pas le droit, ou une association n'a pas le droit de financer un parti politique. Enfin, voilà, comme vous le dites à juste titre, j'aimerais savoir, moi, comment sont financés, l'UMP ou les Républicains. Et s'agissant du Front National dont vous parlez, oui, effectivement, je crois que ça a été une notoriété publique qu'il a obtenu un prêt en Russie, mais les Américains ne disent pas à ce moment-là pourquoi Mme Le Pen a été reçue en grande pompe au début de l'année dernière par le magazine Time à New York, qui a été considérée comme une des 100 personnes les plus influentes du monde. Le sondage Harris Interactive passe son temps à promouvoir Mme Le Pen. Donc, on pourrait très bien faire valoir que les Américains promeuvent et soutiennent médiatiquement le Front National, et ceci serait, à mon avis, beaucoup plus juste.